La situation continue de s'envenimer au Moyen-Orient. L'Iran vient de clarifier sa position et ses exigences sont si vastes qu'elles pourraient rendre toute percée diplomatique encore plus difficile à atteindre. Et avec le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie qui forment un front militaire uni contre Israël, la situation pourrait évoluer plus rapidement que ce à quoi chacun s'attendait. Jérusalem Minute arrive tout de suite. Bienvenue de nouveau dans Jérusalem Minute ici sur JNS TV. Alex, l'Iran présente maintenant une liste d'exigences pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Leur Conseil suprême de sécurité nationale déclare que cette voie navigable stratégique restera fermée jusqu'à ce que Washington corrige son comportement. Les exigences incluent la fin définitive de la guerre et la levée du blocus naval américain, ainsi que le retrait des forces américaines de la région. Eh bien, nous devons analyser ce qui est dit en public par rapport à ce qui est dit directement à l'équipe de négociation du président, qui est vraisemblablement dirigée par J.D. Vance. Le président a également déclaré qu'il est directement impliqué dans les négociations. Donc, il y a certainement des fanfaronnades sur la place publique. Vous savez, certains allant même jusqu'à réclamer des réparations américaines pour la guerre jusqu'à présent en Iran. Mais on entend aussi des rapports selon lesquels l'Iran supplierait les Américains de conclure un accord, que l'économie iranienne est au bord de l'effondrement total. Bien sûr, cela fait longtemps que nous disons cela, mais qu'ils veulent réellement un accord. On ne sait pas clairement avec qui les Américains négocient, mais ce que vous voyez fait partie d'un schéma devenu très prévisible, à savoir que les Iraniens disent vouloir un accord, les Américains font semblant de vouloir un accord avec l'Iran. Tout à coup, les Iraniens formulent des exigences. Le président Trump et d'autres disent « Vous savez, nous sommes très proches d'un accord », disant que nous allons conclure un accord de façon imminente. Ensuite, vous les voyez dire « D'accord, on dirait que des navires traversent le détroit d'Ormuz », puis tout à coup, une attaque contre un navire. Vous savez, donc, nous sommes simplement dans une dynamique peu reluisante en ce moment. Mais vous savez, il semble que ce schéma soit le nouveau statu quo. Absolument. Et ici, vous avez le président Trump. Nous allons passer à cet extrait où il dit encore une fois que c'est la dernière chance de l'Iran. Mais nous sommes en train de parler en ce moment, nous discutons à la demande de l'Iran, soutenu par l'Arabie Saoudite, soutenu par les Émirats Arabes Unis et soutenu en particulier par le Qatar, mais aussi par d'autres. Ils voulaient tous donner une dernière chance à cela. C'est une dernière chance. C'est une dernière chance pour eux de signer un bon document. S'ils se retirent encore une fois, est-ce que c'est fini pour eux? Eh bien, s'ils se retirent encore une fois, ils vont vraiment prendre cher. C'est très similaire à ce que tu viens de dire, ce schéma du président Trump qui menace en disant que c'est la dernière chance, mais il l'a répété encore et encore. C'est la dernière chance jusqu'à la prochaine, exactement. Oui, je veux dire, je pense que Trump a raison et qu'on devrait le croire quand il dit que s'ils ne signent pas un accord, ils seront frappés très durement. Et c'est le schéma habituel. Le schéma, c'est d'accord, on entre dans la négociation. On passe par ces étapes qui impliquent de l'intransigeance, de grandes exigences, frappant des navires dans les détroits. Et ensuite, oui, les États-Unis frappent très fort, mais de façon limitée. Fort, vraiment fort en fait. Vous savez, ils frappent des cibles stratégiques avec une précision chirurgicale. Mais ensuite, les Iraniens reviennent encore une fois quémander un accord. Et Donald Trump ne semble pas vraiment vouloir aller jusqu'au bout. Et je pense qu'il devient clair que si vous voulez que cela s'arrête, la seule façon est d'aller jusqu'au bout. Mais aller jusqu'au bout, évidemment, sera plus important que ça ne l'était. Vous savez, ces 6 semaines de guerre avec les États-Unis et Israël côte à côte n'ont pas fait s'effondrer le régime. Et je pense que cela a pu être une déception pour Donald Trump. Je pense que cela a aussi été une déception pour Israël. Vous savez, il y a tous ces rapports selon lesquels le premier ministre Netanyahou avait laissé entendre qu'ils espéraient que le régime tomberait après 6 semaines de campagne soutenue. Bien sûr, il y avait d'autres éléments qui n'ont peut-être pas été mis en œuvre, y compris lorsque nous entendions que les Kurdes pourraient être armés et qu'ils entreraient en Iran pour un combat rapproché avec les membres des gardiens de la Révolution, ceux qui maintiennent réellement le contrôle sur la population. Et ce que vous voulez finalement voir, si cela se produit, c'est que le peuple se soulève dans les rues et que les gardiens de la Révolution n'ouvrent pas le feu sur eux. Ce serait la résistance populaire, la révolution qui renverserait ce gouvernement. Et vous ne pouvez pas faire cela uniquement depuis les airs. Donc, ce que Donald Trump réalise, c'est qu'on est dans une dynamique. La question pour lui, je pense, c'est le moment. Veut-il faire cela maintenant,
Veut-il le faire en grand? Veut-il potentiellement simplement faire traîner les choses jusqu'après les élections de mi-mandat, comme nous en avons discuté la semaine dernière? Israël, comme nous l'avons dit plusieurs fois, est prêt et armé. Ils sont prêts à agir. En même temps, je peux vous dire que je pense que la plupart des Israéliens qui ont traversé près de 3 ans de guerre sont probablement assez contents d'avoir un mois d'août en ce moment, qui est généralement considéré comme le mois des vacances. Vous voyez des Israéliens partir à l'étranger ou prendre des vacances dans le pays sans avoir à se réfugier dans les abris anti-bombes. Je pense que c'est un répit bien nécessaire pour une grande partie du peuple israélien. Oui, c'est certainement une situation différente cette semaine par rapport à la semaine dernière, où nous étions sur le point de retourner à une guerre totale. En même temps, vous avez l'Iran et Oman qui ont conclu un accord sur le détroit d'Ormuz concernant spécifiquement les voies maritimes. L'Iran et Oman se sont mis d'accord sur des coordonnées géographiques précises pour une route de navigation désignée à travers le détroit d'Ormuz. Quelle est l'importance de cet arrangement entre ces deux pays? Eh bien, je pense que cela fait partie du schéma que nous observons. Ce n'est qu'une des étapes ici, vous savez. Ces détroits sont bordés par l'Iran et Oman. Il parle maintenant d'un certain type de trajectoire coordonnée où les navires entrant dans le détroit d'Ormuz passeraient par les eaux territoriales iraniennes. Les navires qui sortent du détroit d'Ormuz passeraient par les eaux omanaises. En attendant, il n'est pas clair si les États-Unis ont accepté l'une de ces conditions. Il n'est pas certain à 100% que cela corresponde à ce que le président et J.D. Vance avaient qualifié de navigation sans péage, n'est-ce pas? Rappelez-vous, il s'agit d'une voie navigable internationale. C'est une voie navigable naturelle. Ce n'est pas un canal creusé à travers le territoire d'un pays, construit par ce pays, comme le canal de Suez ou le canal de Panama, où ces pays, l'Égypte et le Panama, peuvent faire payer les navires qu'ils traversent parce qu'ils ont investi de l'argent pour construire ce canal. Il s'agit d'une voie navigable internationale naturelle. Vous ne voulez pas voir de péage. Vous ne voulez pas voir de mines et vous ne voulez pas voir de hors-bord ou de drones aller attaquer ces navires. Comme l'a dit le président Trump, vous savez, les navires ce sont parfois des navires valant des milliards de dollars, entre le bateau lui-même, le navire en tant que tel et la cargaison à bord, qui est dans la plupart des cas du pétrole. Vous ne voulez pas voir un navire être touché. Et ensuite, les compagnies d'assurance ne veulent plus assurer les navires. Donc, vous savez, ce sont les discussions, encore une fois, qui font simplement partie de ce schéma. Vous savez, je ne sais pas encore quoi en penser, mais c'est certain que pour Trump, vous savez, ouvrir le détroit d'Ormuz a été la priorité numéro 1. Il veut que les prix du pétrole baissent. La deuxième priorité est de s'assurer que l'Iran n'obtienne jamais d'armes nucléaires. Et on peut essayer d'obtenir cela par un accord, n'est-ce pas? Mais l'accord ne vient qu'à la suite d'une action militaire majeure, au cours de laquelle L'Amérique et Israël ont frappé. l'installation nucléaire. Donc, même si l'Iran ne s'engage pas à ne pas avoir d'armes nucléaires, pratiquement parlant, ils ne peuvent pas produire une arme nucléaire en ce moment. Jetons un coup d'œil au Moyen-Orient dans son ensemble ici. Et je pense que c'est une grande nouvelle. L'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan signent un accord de défense mutuelle, un vaste accord de défense mutuelle, déclarant qu'une attaque armée contre l'un de ces trois pays sera considérée comme une attaque contre les trois. Cela semble être un développement vraiment majeur ici. Eh bien, ce que nous avons vu ces derniers jours, c'est cela. Les Houthis au Yémen ont intensifié leurs attaques, pas seulement à l'intérieur du Yémen, et il y a cette situation de guerre civile qui couvre depuis de nombreuses années au Yémen, mais les Houthis ont également attaqué directement l'Arabie saoudite. Il s'agit d'un proxy iranien. Nous avons également vu des proxys iraniens en Irak attaquer l'Arabie saoudite. Donc, on voit ici que la tension entre l'Iran et l'Arabie saoudite est en train de monter. Et les Saoudiens ont publié une sorte d'estimation. Il y a eu des rapports dans la presse cette semaine selon lesquels les Saoudiens pensent qu'une attaque majeure de l'Iran pourrait être imminente. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est que l'Arabie saoudite se tourne de façon intéressante vers la Turquie, qui est un pays membre de l'OTAN, possède une armée très importante, ainsi que le Pakistan, qui est, vous savez, le seul pays nucléaire de la région. En gros, ils s'accordent sur un pacte. C'est apparemment ce que le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré comme étant techniquement équivalent à l'article 5 de l'OTAN. Vous savez, selon lequel toute attaque contre l'Arabie saoudite sera considérée comme une attaque contre le Pakistan et la Turquie également. Donc, c'est vraiment intéressant parce que vous voyez ici que le Pakistan avait servi de médiateur dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran sur un programme nucléaire dans le détroit d'Ormuz. Vous savez, la Turquie
Je ne sais pas s'ils sont de grands fans de l'Iran d'un côté, mais c'est un autre grand pays à majorité musulmane. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est un alignement où si l'Iran ou ses supplétifs attaquent l'Arabie saoudite de manière significative, cela pourrait entraîner la Turquie et le Pakistan dans un conflit régional majeur, n'est-ce pas? Et cela n'impliquerait même pas nécessairement Israël. Alors pourquoi l'Arabie saoudite fait-elle cela à ce moment précis? Et en même temps, juste pour parler du Pakistan, pour vous montrer où ils en sont en ce moment, cette semaine, le ministre pakistanais de la Défense a déclaré que le monde islamique devait s'unir pour faire face à la menace commune posée par Israël. Je veux dire, on pensait que l'Arabie saoudite se dirigeait peut-être vers une normalisation. Et maintenant, ils signent ce pacte avec la Turquie et le Pakistan. Eh bien, je pense que pour Israël, ils n'ont pas forcément à s'inquiéter de cela parce que Israël ne veut pas attaquer l'Arabie saoudite, du moins à court terme. Je veux dire, à long terme, les choses pourraient être totalement différentes. Vous savez, je ne compterai pas forcément sur le fait que votre allié d'aujourd'hui le soit encore demain. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, il est clair que l'Arabie saoudite est un ennemi de l'Iran. L'Arabie saoudite fait partie des pays qui pourraient normaliser leurs relations avec Israël. Donc, juste parce que l'Arabie saoudite signait un pacte avec la Turquie ou le Pakistan ne les empêche pas nécessairement de normaliser leurs relations avec Israël et ne fait pas forcément de la Turquie ou du Pakistan une menace immédiate pour Israël, plus qu'il ne l'était auparavant. Le Pakistan est un pays, l'un des rares, qui a réellement reconnu la souveraineté d'Israël en 1948, lorsque celui-ci s'est déclaré État. Il y a même eu des discussions auparavant selon lesquelles Israël et le Pakistan pourraient être sur la voie, peut-être un peu plus éloignée que celle des Saoudiens, mais sur la voie d'un futur accord de normalisation. Mais il est clair, lorsqu'on parle du Moyen-Orient, qu'il y aura des partisans de la ligne dure anti-Israël dans chaque pays. Même lorsque Israël parle de normaliser ses relations avec l'Arabie saoudite, le ministre des Affaires étrangères saoudien fait souvent des commentaires anti-Israël. Donc, vous savez, il faut prendre ces commentaires d'un côté avec un certain sérieux, mais de l'autre côté avec un peu de recul, disons. Mais ce qui est intéressant, quand on repense au discours du premier ministre Netanyahou devant le Congrès en février 2024, environ 5 mois après le début de la guerre. La grande nouvelle de ce discours était qu'il appelait à une alliance de type OTAN entre les pays, ceux qui faisaient partie des accords d'Abraham, mais il visait aussi l'Arabie saoudite afin de contrebalancer cette menace contre l'Iran. Donc, il voyait Israël comme la principale superpuissance régionale à la tête d'une alliance de type OTAN contre l'Iran. L'Arabie saoudite a choisi de laisser Israël de côté dans cette affaire et de se tourner plutôt vers le Pakistan et la Turquie. Mais peut-être que ces deux pays, tous ces pays, en réalité, sont des alliés américains. Vous savez, les Saoudiens sont en quelque sorte alliés aux États-Unis, du moins avec cette administration. Le président Trump répète sans cesse que la Turquie est une alliée des États-Unis et qu'Erdogan est un ami personnel. Le président dit aussi beaucoup de choses positives sur le maréchal en chef du Pakistan. Il se pourrait que les États-Unis non seulement soient bien au courant de cela, mais qu'ils soient en réalité, d'une certaine manière, à l'origine de cet effort et qu'ils le soutiennent, pour créer un effet dissuasif. Ainsi, l'Iran comprend désormais que les pays qu'il pensait être ses alliés en cas de guerre seront en réalité ses adversaires et opposants lors d'un conflit. Alex, tu as mentionné les Houthis tout à l'heure. Ils ont attaqué le gouvernement yéménite ces derniers jours. Il ne s'agit pas simplement d'un missile tombé au hasard dans un champ. 10 personnes ont été tuées, 8 soldats du gouvernement et 2 civils. Ils attaquent maintenant le gouvernement là-bas au Yémen. Je veux dire, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de l'efficacité ou de l'efficience de ce gouvernement avec la présence des Houthis soutenus par l'Iran dans ce pays. Parlons de l'importance de cette attaque majeure, si l'on peut dire, au cours de laquelle 10 personnes ont été tuées. C'est ça, les Houthis commencent clairement à s'opposer à l'Arabie saoudite. Ils ont également frappé un navire dans le golfe d'Oman, près du détroit de Bab el-Mandeb. Donc, ils sont en gros responsables de la piraterie en haute mer à ce deuxième point d'étranglement majeur. Il y a donc 2 grands points d'étranglement internationaux. L'un est le détroit d'Ormuz dans le golfe Persique, l'autre est le golfe d'Oman et le détroit de Bab el-Mandeb. Et vous avez l'Iran directement dans le détroit d'Ormuz et par l'intermédiaire de ses supplétifs, les Houthis au Bab el-Mandeb, capables de bloquer ces 2 grandes routes commerciales maritimes par lesquelles passe la majeure partie du pétrole mondial.
je ne veux pas dire la majorité, mais plus de pétrole passe par ces points de passage que par n'importe quels autres dans le monde. Elles sont en gros, d'une part, ils intensifient leurs menaces envers les États-Unis, vous savez, lors des négociations, mais maintenant, ils intensifient aussi les tensions avec les Saoudiens. Et je pense qu'ils jettent en fait de l'huile sur le feu, vous savez, dans la situation ici au Moyen-Orient. Si vous regardez cet alignement ici, l'Arabie saoudite, la Turquie, le Pakistan, vous savez, si vous revenez sur les déclarations du président Trump qu'il a fait au cours des dernières semaines, il a dit qu'il avait empêché les Turcs d'entrer en guerre, n'est-ce pas? Quand vous avez entendu ces déclarations, je pense que nous pensions tous que les Turcs envisageaient peut-être d'entrer en guerre contre Israël. N'est-ce pas, avec le Hezbollah, les Houthis et le Hamas? Vous savez, Erdogan n'est pas un partisan d'Israël. C'est très, très clair. Je ne sais pas si la Turquie allait réellement entrer en guerre, mais lorsque le président a fait ces déclarations, on imaginait toujours que la Turquie serait du côté de l'Iran dans une guerre. Et ici, avec la signature de ce pacte, ce qui est clair, c'est que la Turquie serait en fait obligée d'attaquer l'Iran, serait en réalité du côté des États-Unis et potentiellement, indirectement, du côté d'Israël. Si cette guerre devait effectivement dégénérer en un conflit régional majeur. Alex, il y a quelques semaines, nous avons parlé de la possibilité que les États-Unis manquaient d'intercepteurs. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles ils n'y allaient pas à fond, en plus de toutes les autres raisons dont nous avons parlé, l'économie et les élections de mi-mandat à venir. Et CNN a publié un rapport cette semaine disant que les États-Unis ont perdu près de 80% de leur stock d'intercepteurs. Du côté américain, le secrétaire à la guerre Pete Hegseth a nié cela, disant que c'était une fausse information. Et il n'y a absolument aucune pénurie d'intercepteurs que possèdent les États-Unis. Il est assez difficile de savoir qui croire dans ces rapports. Évidemment, je dirais que chaque fois que vous voyez ces rapports de CNN ou Axios avec une source anonyme haut placée, cela ne veut pas forcément dire que c'est exact. Ou peut-être que cela signifie qu'un type spécifique de missile est peut-être en quantité plus limitée qu'un autre, ou que la quantité de stock de missiles qu'ils avaient déjà amenés au Moyen-Orient, dans des positions stratégiques, vous savez, a été épuisée. Cela ne veut pas dire que les États-Unis ne peuvent pas se réapprovisionner rapidement. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de stock plus important. Je veux dire, on a entendu ça de nombreuses fois aussi à propos des armes israéliennes. Et je pense qu'en ce qui concerne les armes israéliennes, il y a probablement une part de vérité un peu plus grande ici, parce que, vous savez, Israël est un pays plus petit. Il n'a pas les budgets que les États-Unis ont pour ce type d'armes. Mais ici, on voit bien que les pays doivent être prêts à disposer d'une quantité incroyable d'intercepteurs, parce que, franchement, il est beaucoup moins cher de produire des missiles balistiques. Avant cette guerre, on voyait qu'Israël disait que l'Iran produisait peut-être des centaines de missiles balistiques chaque mois. Donc la question est, pouvez-vous suivre ce rythme de développement pour les intercepteurs? Et très souvent, il faut plusieurs intercepteurs pour chaque missile parce qu'il arrive qu'un intercepteur rate sa cible. Vous savez, si vous voulez avoir plus de chances d'intercepter réellement un missile balistique, il faudra peut-être tirer 2 ou 3 intercepteurs juste pour être sûr de l'avoir, au cas où un ou deux d'entre eux manqueraient la cible. Donc, vous avez vu circuler l'idée selon laquelle il y aurait une pénurie. Mais Hegseth et Trump, je pense que tous les deux ont été très rapides à intervenir pour dire ici que les États-Unis disposent des armes dont ils ont besoin. Maintenant, cela peut devenir une situation très dangereuse lorsque CNN rapporte des choses comme celle-ci. Parce que si les Iraniens croient que les États-Unis n'ont pas les intercepteurs dont ils ont besoin ou qu'Israël n'a pas les intercepteurs, cela pourrait les pousser à essayer de profiter de la situation. Et ce que cela peut faire, c'est en fait transformer cette affaire en un conflit régional majeur. Parce que si vous n'avez pas le nombre d'intercepteurs, c'est ça les intercepteurs en réalité, les gens pensent qu'ils sauvent seulement la vie des Américains ou des autres alliés dans la région. Les intercepteurs sauvent des vies en Iran. D'accord, pourquoi? Parce que si vous n'avez pas assez d'intercepteurs et que maintenant les Iraniens tirent des missiles balistiques, eh bien, vous feriez mieux de croire que les capacités offensives vont être augmentées à plus de 100% parce qu'il faut arrêter les tirs. Si vous ne pouvez pas intercepter les roquettes, vous devez passer à l'offensive avec tout ce que vous avez, sans exception, aussi vite que possible. Donc, ces intercepteurs sauvent en réalité des vies iraniennes. Et quand vous entendez Trump dire qu'il ne veut pas forcément aller à la guerre, il répète qu'il ne veut pas avoir à tuer beaucoup d'Iraniens. Et il comprend qu'un conflit majeur pourrait entraîner la mort de milliers d'Iraniens si l'Amérique fait la guerre comme elle en a l'habitude. On entre simplement
et on frappe tout. Absolument. Je voudrais maintenant changer de sujet et parler de Gaza. La semaine dernière, nous avons parlé du Conseil de la paix, annonçant que le Hamas avait accepté de se désarmer. Le Premier ministre Netanyahou dit qu'Israël ne se retirera pas de ses positions actuelles à Gaza tant que le Hamas ne sera pas complètement désarmé. Regardons l'extrait. Je reste ferme sur nos intérêts sécuritaires. Nous ne nous retirerons pas de nos lignes actuelles tant que le Hamas ne sera pas complètement désarmé. 1. 2. Nous donnons pour instruction aux soldats de Tsahal de faire tout ce qui est nécessaire pour se protéger. Protéger notre territoire, protéger nos citoyens. 3. Le président Donald Trump pense, son équipe pense, qu'ils peuvent amener le Hamas à se désarmer et à démilitariser Gaza. Nous examinons cela et nous envoyons un projet, nous n'avons pas accepté, ce n'est pas notre projet. En même temps, vous avez l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, qui dit que la mise en œuvre de l'accord doit être jugée, je cite, par ce qui se passe sur le terrain et non par ce que dit le Hamas. Regardons cet extrait. Nous devons regarder ce qui se passe sur le terrain et non ce que dit le Hamas. Maintenant, il faut comprendre que le point principal dans le plan du président est le désarmement du Hamas. Et la question est, qu'est-ce que le désarmement? Parce que j'ai entendu certains rapports venant de Gaza selon lesquels le Hamas a évoqué la possibilité de déplacer les armes d'un entrepôt à un autre. Ce n'est pas du désarmement. Le désarmement signifie retirer complètement les armes de la bande de Gaza, pour que le Hamas n'ait plus la capacité de toucher à ses armes à nouveau. Alors parlons de ce que disent les États-Unis, de ce que veulent les États-Unis, de ce que veut Israël. Bien sûr, il y a des experts qui disent que Israël et les États-Unis ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est comme ça que c'est présenté en ce moment. Eh bien, il y a ce plan en 20 points. Et le plan en 20 points que le président Trump a présenté il y a plusieurs mois est un plan qu'Israël a approuvé. En fait, nous avons toutes les raisons de penser qu'Israël a été impliqué dans la rédaction de ce plan en 20 points. Peut-être qu'il n'aimait pas chacun des points, mais la grande majorité des points leur conviennent. Qu'Israël était prêt à respecter et à traiter. Et ce que vous voyez maintenant, c'est que le Hamas refuse tout simplement de se désarmer, qu'il tienne à conserver les 30 à 40% du territoire de Gaza qu'il contrôle encore, qui ne veulent pas perdre leur emprise sur la population et ils veulent certainement pas se désarmer parce que s'ils se désarment, ils perdent leur contrôle sur la population intérieure. Et il pourrait y avoir une certaine frustration chez certains membres de l'administration Trump qui souhaitent voir des investissements aller à Gaza et à la reconstruction. Et donc, il semble qu'ils essaient de jouer un mauvais tour à Israël et de changer en fait les termes de l'accord et d'édulcorer ce que signifie réellement le désarmement. Et vous avez entendu Danny Danon dire, vous savez, si le Hamas dit simplement « Nous allons mettre toutes nos armes dans un entrepôt et nous vous laisserons garder une copie de la clé », eh bien, ce n'est pas du désarmement, n'est-ce pas? Et personne ne devrait croire que le désarmement signifie que vous retirez les armes de Gaza. Et quand on parle d'armes lourdes comme les lance-roquettes et d'autres choses. Et on parle aussi des mitrailleuses qu'ils utilisent pour terroriser la population locale et garder le contrôle. Donc, il y a deux choses qui sont censées se produire. La première, c'est la démilitarisation du Hamas, et la seconde, c'est que le Hamas n'est pas censé être l'entité dirigeante. Tant que le Hamas possède des armes, il restera l'entité dirigeante. Donc, ce que vous voyez maintenant, je pense, parce que vous entrez dans une période électorale, c'est que le premier ministre Netanyahou il commence à faire des commentaires qu'il aurait probablement fait uniquement à huis clos lors de conversations directes avec le président et son administration. Maintenant, il les fait publiquement, en disant que nous rejetons les nouvelles conditions. Mais que s'est-il passé? Immédiatement après, Israël a déclaré qu'il n'accepterait pas ce concept assoupli de désarmement partiel, que Vladanov, qui est le chef du Conseil de la paix, est sorti et a dit, vous savez, en fait, nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Et il semble qu'il soit en accord avec la position israélienne. En même temps, Vladanov appelle les deux parties à désamorcer la situation, critiquant les récentes frappes d'Israël à Gaza. Lorsqu'il a obtenu le poste, nous étions curieux de savoir quelle position il prendrait vis-à-vis d'Israël, en l'occurrence, critiquant l'État juif. Eh bien, Vladanov, évidemment, il était un envoyé spécial de l'ONU pour la situation à Gaza, même avant la guerre.
Et donc, d'un côté, on se demande, comment ce type qui s'occupait de Gaza avant la guerre pour les Nations Unies pouvait-il agir ainsi? Vous vous souvenez que l'UNRWA, cette agence de l'ONU, est le premier employeur dans la bande de Gaza et que des employés de l'UNRWA ont participé aux attaques du 7 octobre. Comment peut-on avoir un type comme Vladanov à la tête du Conseil de la paix? On dirait vraiment que c'est un énorme pas en arrière. Mais vous savez, j'ai parlé à de nombreux responsables israéliens, des responsables américains, et ils pensaient que parmi les différentes personnes qui étaient pressenties pour diriger le Conseil de la paix, Blanov était une personne raisonnable avec laquelle ils pensaient pouvoir travailler. Et vous le voyez ici, que dès qu'une proposition est avancée et qu'Israël n'aime pas cela, Blanov recule rapidement et essaie de s'aligner davantage sur la position israélienne. En gros, il dit qu'Israël et le Conseil de la paix sont sur la même longueur d'onde, qui travaillent avec les médiateurs pour désamorcer la situation. Et ce qu'il a dit, ce qui était, je pense, très important, c'est que les rapports selon lesquels le Conseil de la paix avait demandé à Israël de se retirer. Et c'est là le point de blocage clé, n'est-ce pas? Quand on adoucit les termes de ce que signifie le désarmement, ce que vous espérez, c'est pouvoir obtenir un retrait israélien des points qu'Israël occupe en échange d'un assouplissement des conditions du désarmement. Et donc, ce que Weinoff dit maintenant, c'est que les rapports selon lesquels le Conseil de la paix aurait demandé à Israël de se retirer avant le désarmement ne sont pas vrais. Donc, il revient en fait au terme de l'accord en 20 points. Et je pense que, vous savez, ce dont on ne parle pas ici, et nous avons mentionné il y a une seconde que Netanyahou est maintenant en période électorale, c'est à quel dirigeant israélien faites-vous confiance pour gérer ce niveau de conflit? Parce que les Israéliens, si vous prenez quelqu'un comme Gadi Eisenkot, qui ne parle pas très bien anglais, d'accord? Il ne comprend pas vraiment les nuances de la manière de travailler en anglais. Avec l'administration américaine, peut-être avec le Conseil de la paix, peut-être avec les Européens, Netanyahou manœuvre en ce moment. D'un côté, vous savez, il doit comprendre à la lettre quelle est la formulation exacte de ce plan de paix en 20 points. Vous savez, ils ont participé à l'approbation et à la rédaction de cela. Vous savez, pour s'assurer que les Américains s'y tiennent. Mais en le faisant d'une manière qui ne fait pas d'Israël un adversaire, n'est-ce pas? Alors, comment garder, vous savez, Vance, Witkoff, Kushner, qui ne sont pas leurs alliés, mais qui sont parfois à la fois des alliés et des adversaires, vous savez? Comment les garder proches? Vous savez, sans franchir la limite de la colère ou, vous savez, de l'agression contre Israël. Vous savez, c'est quelque chose que Netanyahou, je pense, fait mieux que quiconque. Et je ne sais pas si c'est quelque chose auquel les Israéliens pensent vraiment alors qu'ils se dirigent vers une élection. Vous avez mentionné J.D. Vance. Peut-être qu'il essaie d'adoucir sa position vis-à-vis d'Israël après avoir déclaré le mois dernier dans l'émission de Joe Rogan qu'Israël mène une campagne bien financée pour faire échouer les négociations et retourner sans cesse à la guerre avec l'Iran. C'est ce qu'il a dit le mois dernier. Maintenant, voici cette dernière vidéo, je crois, sur Fox News, où il parle de sa relation avec le premier ministre Netanyahou. Regardons l'extrait. Il ne m'a pas pris à partie. Nous avons eu une conversation agréable et franche. Je veux dire, écoutez, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, Laura, Israël a été un excellent partenaire. C'est un allié des États-Unis d'Amérique. Mais comme la France, la Grande-Bretagne ou tout autre allié des États-Unis d'Amérique, il nous arrive parfois d'avoir des divergences d'opinion. Et je pense que les médias américains sont fascinés par cette dynamique. Mais la simple réalité, c'est que mon travail consiste à défendre uniquement les intérêts des États-Unis d'Amérique. Nous avons eu, pour être franc, une conversation agréable mais directe. Je ne me suis pas senti pris à partie. Voilà donc le vice-président Vance faisant référence à la rencontre entre Netanyahou, le Premier ministre, et lui-même il y a seulement 2 semaines à Washington. Pensez-vous que J.D. Vance a changé sa position sur Israël? Est-ce qu'il revient un peu sur ses propos après ses commentaires chez Joe Rogan? À quoi joue-t-il exactement? Oui. Je pense que Vance revient sur ses déclarations. Il a tenu des propos assez extrêmes sur Israël, vous savez. Il a un peu comparé Israël à des pays comme le Qatar, la Chine et d'autres en termes d'influence sur la politique américaine. Et il a dit que, comme vous l'avez mentionné, qu'il y avait une campagne bien financée pour tenter de saper les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Et Netanyahou est intervenu, je pense, de manière très ferme, mais polie. Rappelez-vous,
Netanyahou est l'un des diplomates les plus chevronnés sur la scène mondiale. Vous savez, vous entendez ce que dit Vance, vous entendez ce que dit Trump. Netanyahou, lui, ne parle jamais comme ça. Netanyahou ne va jamais, au grand jamais, dans le bureau du président des États-Unis ou à la Maison-Blanche pour leur manquer de respect publiquement. Il est très poli, il est très respectueux, il est déférent. Il comprend que, d'une part, les États-Unis sont la principale superpuissance, mais d'autre part, il comprend aussi l'influence et la puissance d'Israël dans ces situations. Et il équilibre cela avec beaucoup de soin. Donc, il s'y est présenté avec beaucoup de politesse, mais il a dit très clairement à Vance que les déclarations que Vance avait faites étaient très dangereuses. Non seulement en ce qui concerne les risques de conflit au Moyen-Orient, mais peut-être plus important encore pour Netanyahou, cela risquait de saper le soutien des chrétiens évangéliques aux États-Unis, qui, naturellement, veulent s'aligner avec Israël. Et l'idée pour eux qu'Israël soit mentionné dans la même phrase que le Qatar et la Chine, je pense que c'est très préjudiciable. Et qu'avez-vous vu ici? Quand Vance dit, premièrement, que la conversation que nous avons eue était polie, respectueuse, je ne me suis pas senti agressé, je pense que vous pouvez croire que Netanyahou ne le confronterait jamais de manière très conflictuelle. Il exposerait simplement les faits. Et ce que Vance avance, à qui Vance a-t-il comparé Israël dans ses commentaires chez Laura Ingraham? Il a comparé Israël à la France et à la Grande-Bretagne en tant qu'alliés, qui parfois peuvent être en désaccord avec les États-Unis, mais on parle toujours de pays occidentaux, de grandes puissances alliées avec lesquelles la plupart des Américains pensent qu'il faudrait être alignés avec les États-Unis, n'est-ce pas? Quand vous demanderiez, par exemple, si vous faisiez un sondage auprès des Américains et que vous demandiez, vous savez, qui sont les plus grands alliés de l'Amérique, ils diraient probablement, vous savez, l'Angleterre, la France. Donc ici, vous avez Vance qui dit l'Angleterre, la France, Israël, dans la même conversation au lieu du Qatar, de la Chine, d'Israël. Donc, c'est clairement un rétro-pédalage de la part de Vance. Je pense que c'est utile, mais il faut rester vigilant parce que, vous savez, il a tendance à osciller un peu dans ses propos selon le public auquel il s'adresse. Passons au Liban, Alex. Les discussions continuent. Des pourparlers facilités par les États-Unis entre Israël et le Liban ont eu lieu à Rome la semaine dernière. L'une des questions à l'ordre du jour concerne ces zones de sécurité pilotes dans le sud du Liban. Et selon des rapports, Israël envisagerait des pays, y compris peut-être la Suisse, comme étant l'une des forces chargées de superviser ces zones de sécurité pilotes dans le sud du Liban. Bien sûr, Israël insiste pour que le Hezbollah soit désarmé avant que les choses ne se figent là-bas. Parlons de la situation concernant ces discussions. Eh bien, ces discussions se poursuivent. Rappelez-vous, nous avons eu des discussions il y a quelques semaines à Rome. Nous savions que les discussions allaient continuer. La première série de discussions avait lieu, d'après ce que m'a rapporté directement le négociateur principal, Yechiel Leder, qui était à Rome. Au même moment où j'étais à Rome, il m'a dit cela. Ces négociations se déroulaient dans une atmosphère très amicale, où les deux pays avaient un intérêt commun à voir le Hezbollah continuer à être démilitarisé, affaibli à l'intérieur de ce pays. Et donc, les discussions continuent. Elles continuent lentement. Elles sont productives. En même temps, nous avions entendu dire qu'un médiateur avait demandé que les négociations se terminent environ 3 heures plus tôt que prévu parce que des mouvements continuent du Hezbollah dans la région. Et cette semaine, il y a eu une attaque majeure où des Israéliens sont entrés dans une maison à l'intérieur du Liban et la maison était piégée. Plusieurs Israéliens ont été tués et blessés en entrant dans ce bâtiment piégé. Maintenant, il y a aussi beaucoup de questions comme pourquoi les soldats entrent-ils dans les bâtiments? Oui. D'habitude, on envoie des chiens, on envoie des drones, on envoie des robots. Parfois, on envoie des terroristes dans les bâtiments. Et là, il y a une grosse erreur, probablement une erreur qui a été commise sur le terrain par un commandant de terrain qui a envoyé des troupes dans un bâtiment. Maintenant, très souvent, on ne veut pas faire exploser ce bâtiment depuis les airs. Pourquoi? Parce qu'on veut accéder, s'il y a une entrée de tunnel, on veut savoir quelles armes se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. Mais on ne veut pas envoyer des troupes à l'intérieur et risquer de les faire tuer. Donc, il y a eu un incident majeur où des soldats ont été tués et la question était, est-ce que ce bâtiment était piégé avant de cesser le feu, ce qui est possible, ou est-ce que ce bâtiment a été piégé après le cessez-le-feu, ce qui constituerait une violation majeure du cessez-le-feu. Mais malgré tout, les discussions continuent. Israël et le Liban ont tous deux un intérêt particulier à voir ces négociations se poursuivre. Maintenant,
Quand vous parlez de la Suisse, envisagée comme une force internationale pour vérifier le désarmement du Hezbollah, n'est-ce pas? Donc, ce dont nous parlons en ce moment, c'est qu'Israël s'est déjà retiré de 2 points stratégiques au nord d'une ligne jaune au Liban, qui se trouve essentiellement le long du fleuve Litanie. Donc, Israël voulait contrôler tout le territoire jusqu'au Litanie. Afin d'avoir une certaine marge de manœuvre dans les négociations, Israël est en fait allé au-delà du Litanie. Et au début des négociations, Israël a accepté de se retirer de 2 points stratégiques au nord du fleuve Litanie. Et l'armée libanaise est censée entrer et prendre le contrôle de ces zones pour s'assurer que le Hezbollah ne puisse pas se reconstituer. Maintenant, il faut un certain mécanisme pour vérifier que le Hezbollah n'est pas présent dans la région. Maintenant, je pense, et probablement vous aussi, que la seule agence capable de vérifier que le Hezbollah n'opère pas dans la région d'une manière qui satisferait Israël, c'est Israël lui-même. C'est uniquement les FDI. Et il y a eu des informations selon lesquelles, alors qu'Israël et d'autres envisagent la Suisse pour ce rôle, la question est de savoir qui héberge la Suisse et ses troupes. Il y a eu certaines informations selon lesquelles l'ONU serait un organisme de supervision, que la FINUL serait un organisme de supervision. Je veux dire, c'est une catastrophe stratégique. Oui, c'est certain. Avez-vous vu la finule complètement inefficace? Cela revient en fait à offrir une véritable couverture au Hezbollah dans le sud du Liban et à empêcher Israël de frapper dans les zones où le Hezbollah violait les termes de son accord, selon la résolution 1706 de l'ONU. Alors que le Hezbollah était déjà censé être hors du sud du Liban, on voit bien à quel point cela a fonctionné. Et le Hezbollah avait constitué une force massive, y compris des armes et des tunnels, jusqu'à la frontière israélienne sous la surveillance de la FINUL. Donc la dernière chose que vous voulez voir, c'est la FINUL impliquée, l'ONU impliquée, la Suisse impliquée. Mais si vous parlez simplement de vérifier le retrait du Hezbollah de ces 2 points stratégiques au nord du Litanie, probablement qu'Israël peut gérer cela. Donc ce sont Les points qu'Israël est en train de négocier en ce moment à Rome. Alex, enfin cette semaine, nous avons les résultats des primaires qui arrivent des États-Unis. En particulier, le Dr. Abdul El-Sayed a été nommé candidat démocrate au Sénat dans l'État du Michigan. Il est connu pour ses propos anti-Israël et antisémites, qualifiant Israël d'État d'apartheid illégal et de nation hors la loi. Il a aussi essayé un peu de revenir sur ses propos en disant que le judaïsme et les Juifs sont distincts de la situation en Israël. Regardons cette vidéo. L'Épaque et Israël ne sont pas la même chose que le judaïsme et le peuple juif. J'aime le judaïsme et j'aime le peuple juif. Et la chose la plus dangereuse qu'ils essaient de nous faire croire, c'est qu'ils peuvent élargir la définition de l'antisémitisme pour inclure un gouvernement étranger et ses dirigeants. Je dis que c'est n'importe quoi. Non! Non! Si vous pensez que l'antisémitisme s'étend à un gouvernement étranger et à l'AIPAC, vous créez une situation dangereuse. Vous ne pouvez pas prétendre que les droits de l'homme s'arrêtent à une frontière. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez investir dans nos enfants alors que vous envoyez notre argent à l'étranger pour tuer les enfants des autres. Vous ne pouvez pas la firquemel. Alléluia. Il aime le judaïsme, il aime les Juifs, il ne supporte tout simplement pas Israël. Quelle est l'importance de cette victoire à la primaire? En réalité, il n'a encore rien gagné. Mais à quel point est-ce important? Je veux dire, est-ce que cela reflète simplement une tendance générale de la direction que prennent les États-Unis? Nominer un type comme ça, nous avons Mamdani à New York comme maire et potentiellement ce gars-là comme sénateur. Eh bien, il ressemble certainement à un amoureux de la foi juive et du peuple juif. C'est très clair dans ses propos. Et c'est là le dangereux mensonge. Dire « je ne suis pas antisémite ». J'aime le peuple juif. Je n'aime tout simplement pas les politiques de l'État d'Israël. Vous savez, je ne veux pas que les États-Unis soutiennent le seul État juif au monde. Vous voyez, je ne veux pas que les États-Unis envoient ou vendent des armes à l'État d'Israël. En fait, vous essayez de créer les circonstances dans lesquelles les pays que vous soutenez, El-Sayed, dans ces pays musulmans, aura la capacité d'attaquer et de vaincre l'État d'Israël. Donc vous voyez, en gros, vous dites « je ne suis pas antisémite ». Eh bien, devinez quoi? Si vous appliquez 2 poids 2 mesures à Israël que vous n'appliquez à aucun autre pays dans le monde, alors vous êtes en réalité un antisémite. Je pense que cette élection, cette primaire est significative, n'est-ce pas? Mais
El Sayed doit encore passer par l'élection générale et les gens notent que le Michigan est un État charnière. Ce n'est pas un État bleu. Donc, il est possible qu'El Sayed perde lors des élections générales. Rappelez-vous, le Michigan est l'État qui compte la plupart des constructeurs automobiles en Amérique. Et très souvent, ces ouvriers, vous savez, ont tendance à pourraient voter républicain plutôt que démocrate. Il est intéressant de noter que l'AIPAC a investi environ 30 millions de dollars dans la campagne en soutenant Haley Stevens contre El Sayed. Maintenant, cela ne veut pas dire que Haley Stevens, qui était essentiellement considérée comme une démocrate modérée, cela ne veut pas dire qu'elle était formidable sur la question d'Israël non plus, n'est-ce pas? Elle n'avait pas un excellent bilan sur Israël. Mais comparée à El Sayed, vous savez, elle passait pour un ange sur la question d'Israël. Donc, vous voyez comment l'AIPAC est coincé entre le marteau et l'enclume, n'est-ce pas? Mettre 30 millions de dollars et penser simplement à combien coûte chacune de ces campagnes. Vous savez, si vous devez consacrer 30 millions de dollars à chaque campagne pour gagner un siège au Sénat, et ça, c'est juste pour la primaire, n'est-ce pas? Donc, ça pourrait faire 60 millions de dollars des deux côtés d'une élection, rien que pour les primaires. Et ensuite, il y a aussi l'élection générale. Donc, je veux dire juste les montants énormes d'argent qui sont injectés dans ces élections sénatoriales en ce moment, c'est énorme. Et la question, c'est, vous savez, combien de temps l'AIPAC pourra-t-il continuer comme ça? Combien de temps les donateurs seront-ils prêts à suivre si, dans une élection comme celle-ci, ils mettent leur argent? Derrière, je dirais, pas une super candidate avec Stevens, mais certainement une candidate exponentiellement meilleure qu'El Sayed, et pourtant, ils perdent cette course. Vous voyez, donc l'AIPAC est dans une position où il doit en quelque sorte démontrer qu'il gagne la plupart de ses élections et il fait aussi très attention à choisir dans quelles élections il investit de l'argent. Il ne mettra de l'argent que dans les élections, les primaires, où il pense réellement pouvoir gagner. S'ils ne pensent pas pouvoir gagner, ils n'investiront pas l'argent parce que ce serait simplement jeter l'argent par les fenêtres, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'incertitudes ici. Maintenant, vous allez dire, eh bien, dans des États comme le Missouri, il y avait, vous savez, une sénatrice très progressiste et anti-Israël, comme Cori Bush, qui a été évincé lors des primaires. Et il y a eu la primaire, je crois que c'était à New York, où Jamal Bowman, par exemple, a récemment perdu lors des primaires. Donc, c'est pas que toutes ces élections primaires sont perdues. Certaines sont gagnées, d'autres sont perdues. Mais ce que vous avez maintenant, c'est que dans chaque État, vous avez un candidat aux primaires, surtout dans le Parti démocrate, mais parfois aussi dans le Parti républicain, où ils sont violemment anti-Israël. Et donc, il y a quelques années, au Congrès, vous aviez juste la squad. Vous aviez Alexandria Ocasio-Cortez, Rachida Tlaib, Ilhan Omar. Eh bien, les gens disaient, vous savez, c'était que 3 personnes. Et je disais, eh bien, à la prochaine élection, il y en aura 10. Eh bien, nous voilà maintenant en 2026, et ce n'est pas 3, et ce n'est pas 10. Chaque État essaie de présenter un candidat exactement comme celui-ci. Et je pense que vous voyez que l'avenir du Parti démocrate est tel qu'il devient de plus en plus progressiste. Il devient de plus en plus anti-Israël. Et une grande question maintenant va être, eh bien, qui les démocrates modérés vont-ils soutenir lors de cette élection? Des gens comme Chuck Schumer, qui était autrefois chef de la majorité au Sénat. Va-t-il apporter son soutien et les autres vont-ils soutenir El Sayed? Et la réponse, c'est qu'ils vont apporter leur. Il a soutenu Schumer, il a soutenu lors de la primaire. Oui, c'est ça. Oui, et ils vont le soutenir et ils vont évidemment le soutenir lors de l'élection générale. Donc, ce courant modéré traditionnel du Parti démocrate a très peur de cette branche progressiste du Parti démocrate. Et ils ne font rien pour leur résister. Et au final, ils vont même soutenir des gens comme ça. Donc, je pense que d'un côté, la situation n'est pas complètement perdue. Et on voit que certaines de ces batailles lors des primaires comptent vraiment. Et El Sayed a gagné de justesse dans le Michigan. C'était une primaire serrée. Et Stevens n'était probablement pas le meilleur candidat. Mais la tendance générale. Même si vous avez quelques victoires comme Cori Bush et Jamal Bowman, cela indique de plus en plus de candidats progressistes et anti-Israël au sein du Parti démocrate. Et comme nous l'avons également dit, vous voyez aussi cette tendance isolationniste du côté républicain. Donc, Israël se retrouve de plus en plus isolé.
Et cela nous ramène aussi aux déclarations faites par J.D. Vance et à la raison pour laquelle le premier ministre Netanyahou a estimé qu'il était si important d'entrer dans le bureau avec J.D. Vance et de lui demander poliment de corriger ses propos. Parce que si vous ne corrigez pas ses propos, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à perdre du soutien aussi du côté républicain. Et je pense que pour les républicains qui observent la situation, pourquoi vous aligneriez-vous avec les démocrates progressistes sur la question d'Israël? Vous savez, vous ne vous alignez avec les démocrates progressistes sur aucun autre sujet, n'est-ce pas? Si vous êtes républicain, surtout plus vous êtes à droite, vous ne vous alignez avec les démocrates progressistes sur aucune question. Pas même une seule. Donc, si les démocrates progressistes se montrent très, très anti-Israël, cela devrait vous faire comprendre que vous ne devriez pas vous aligner avec eux sur cette question. Les élections de mi-mandat en novembre, une semaine plus tôt, les élections israéliennes pour la Knesset. Des temps intéressants à venir. C'était Alex Treman, PDG de JNS. Je suis Josh Chass, correspondant pour JNS. Merci de nous avoir rejoints à nouveau ici sur Jérusalem Minute sur JNS TV. Assurez-vous de vous abonner, de nous laisser un super merci et d'aller voir tout le contenu incroyable que propose JNS TV. Un grand merci aux personnes derrière l'écran ici. Allez aussi sur jns.org pour toutes les dernières actualités d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif entier. On se retrouve la semaine prochaine ici sur Jérusalem Minute sur JNS TV.